Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode numéro 3 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu l'impression que les États-Unis avaient une longueur d'avance sur nous concernant la possibilité de concevoir pour les familles homoparentales. Dès 1995 et la diffusion en France de la série Friends, le ton est donné. Le premier épisode intègre instantanément une famille homoparentale, celle de l'ex-femme de Ross avec sa compagne et leur fils commun. Et je crois me souvenir que cela m'avait paru hallucinant à l'époque, inconcevable en France. La liberté des couples homosexuels que je découvrais à ce moment-là dans les chroniques de San Francisco d'Amistad Maupin me faisait rêver et dessinait déjà mes rêves d'expatriation. Olivia et Camille sont allées au-delà de leurs rêves et ont concrétisé leur envie de nouveaux horizons à la faveur d'un stage de fin d'études. Elles ont découvert la Floride et l'ouverture d'esprit des Floridiens quant à l'avenir des familles homoparentales. Elles se sont projetées dans cette vie-là, et si finalement la loi fédérale sur la reconnaissance du deuxième parent n'est que très récente, la simplicité d'accès à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules n'est pas une légende. En couple, elles me racontent leur parcours, celui qui a vu la naissance de leur fils Evan, puis celui qui a vu naître leurs jumeaux, Adèle et Raphaël 2 ans plus tard. On parle aussi business, parce que les États-Unis sont ce qu'ils sont. La liberté et le libéralisme ont un coût qui n'est pas neutre, et surtout qui nous ramène malgré tout à la réalité de nos parcours en Europe. Certes, nous devons nous rendre à l'étranger, et nous devons payer notre PMA, mais c'est le cas ailleurs aussi, même si la clinique se trouve en bas de chez soi. Je vous laisse découvrir cet épisode qui va vous faire voyager et surtout découvrir une magnifique famille franco-américaine qui vit et profite de son rêve américain sous toutes ses coutures. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Olivia, bonjour Camille. Bonjour Constance. Bonjour Constance. Je suis ravie de vous avoir à mon micro. Ça fait un moment que j'essaye qu'on se rencontre, mais je sais que vous êtes débordés et c'est le lot des parents de multiples d'enfants en bas âge, on va dire. C'est vrai, on était bien occupés. Et là, à la faveur des congés, on va dire, on arrive ou des futurs congés à venir, on arrive à se capter. Aujourd'hui, on est très très loin, on n'est pas en France, on s'appelle à distance longue, donc vous êtes actuellement sur la ville de Miami où vous habitez. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus longuement dans l'enregistrement. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur vous, sur votre famille et puis un petit peu me raconter le début de votre histoire ensemble? Oui, bien sûr. Et moi, c'est Olivia, donc j'ai 30 ans. Donc avec Camille, on habite à Miami, en Floride, depuis 9 ans. On est ensemble depuis bientôt 10 ans et on est mariés depuis 6 ans, donc depuis 2014. D'accord. Donc moi, c'est Camille, j'ai 31 ans. Donc, comme Olivia l'a dit, on est ensemble depuis 10 ans. Et donc, on est les mamans de Evan, qui a 2 ans et demi, et Adèle et Raphaël, des jumeaux qui viennent juste de fêter leurs 6 mois. Ouais, donc des petits bouts de chou. Voilà. D'accord. Et donc, vous habitez à Miami, vous avez emménagé en fait à Miami quasiment dans la foulée de votre rencontre finalement. C'est ça. Après 8 mois de rencontre, en fait, j'ai eu un stage de fin d'études à l'étranger. Et donc, c'est arrivé par hasard que c'était à Miami. Et donc, j'ai proposé à Olivia l'idée et on s'est lancé, on est parti. À la base, ça devait être pour 1 an. Et elle a accepté l'aventure et on est parti, puis on n'est jamais revenu. D'accord, ok. Donc, non, mais c'est une super aventure. Et ça s'est concrétisé ce stage ils t'ont fait une proposition de poste derrière ou toi, tu as de toi-même cherché à rester sur place?
Non, le stage s'est concrétisé. En fait, ils m'ont proposé de rester. Bon, après, il y a toute une procédure de papier ici pour rester qui est un peu Oui, c'est compliquée. ça. Donc, c'est ça qui a un peu mis en jeu de savoir si on restait ou non. Mais on a réussi à s'en sortir à travers tout ça. Et donc on a pu rester toutes les deux parce que le problème aussi, c'était que chacune de notre côté, on devait avoir les papiers. Et donc, toutes les deux de notre côté, on a réussi à rester. Et ça a pu se prolonger grâce au mariage qui est passé en France et aux États-Unis presque juste quelques mois après. Et c'était vraiment une belle surprise ici parce que c'était pas du tout prévu. Et donc le fait que le mariage soit reconnu ici aussi, en fait, Olivia, qui avait plus de difficultés à avoir des papiers, a pu se greffer à moi, qui avait déjà un job. Et donc du coup, ça nous a permis de continuer ensemble plus facilement. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'il y a une histoire de visa et le visa, concrètement, tu l'obtiens, c'est individuel, c'est pas le couple qui obtient le visa. Ah Donc, bon. ça est... Si tu es Voilà, marié, en fait, voilà. ouais, d'accord. Et c'est lié au fait que tu aies ou non un emploi, on est bien d'accord? Puisque... Il y a plusieurs types de visas, mais moi, c'était avec mon employeur. D'accord. Et du coup, Camille a pu trouver du boulot dans la foulée? Alors, c'est moi, Camille, qui avait le boulot. C'est toi, Camille, qui avait le Ouais. boulot, excuse-moi. C'est C'est pas facile sans voir les gens. C'est moi, Camille, qui avait le boulot et donc qui a pu être sponsorisée. On appelle ça sponsorisé ici par mon employeur. Et donc, du coup, grâce à ça, on a eu toutes les deux les papiers et Olivia a trouvé du travail dans la foulée. Oui. D'accord, ok. Donc, toutes les deux, alors on n'est pas sur des CDI, hein, puisque là-bas, ça fonctionne pas comme ça, mais... Moi, il n'y a pas de contrat. On a été embauchés, on va dire. Voilà, c'est ça. Et après, c'est freestyle. Voilà, exactement. Ouais. On a eu de la chance de tomber dans une entreprise française au début. Et puis voilà, maintenant, on est parti sur d'autres jobs, mais ça a commencé comme ça. D'accord, donc du coup, sur des entreprises françaises au départ. Ok. Oui, oui. Ok. Et du coup, donc 9 ans que vous êtes sur Miami. Vous avez à aucun moment eu l'envie ou l'idée de changer? On a un peu l'envie, on n'a pas beaucoup non plus, malheureusement, exploré le reste des États-Unis. En fait, Miami, parce que c'est pas si loin de la France quand on est aux États-Unis. Le décalage aussi horaire est de 6 heures seulement. On avait l'envie un peu peut-être de bouger en Californie, mais après, c'est 9 heures de décalage. Donc, ça rend les choses encore plus difficiles, je trouve, par rapport à notre famille qui est en France. Pour l'instant, Miami, franchement, on s'y plaît plutôt bien. Aussi du côté LGBT. Ouais. Au tout début, on a vécu pendant plusieurs années sur Miami Beach et c'est vraiment une ville très LGBT. D'accord. Donc, voilà, c'est ça aussi qui a fait que on s'y est senti mieux qu'à Paris en fait. Tout de suite, c'est ça qui a fait qu'on a eu envie de rester aussi. Le fait de se sentir, d'être nous-mêmes en fait, sans se sentir jugé dans nos vies de tous les jours. Donc, il y a d'agression ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça qui nous a aussi beaucoup donné l'envie de rester à Miami. Oui, c'est vrai qu'on a plutôt notion de la partie côte ouest pour tout ce qui est liberté LGBT, on va dire. Mais la côte est, pour le coup, c'est pas forcément quelque chose dont on entend parler. C'est vrai, ça l'est quand même pour les grandes villes comme New York et Miami, et particulièrement Miami Beach. Donc, il y a une ville dans Miami, c'est le côté plage, en fait, tout simplement, et fête. Ça l'est pour ces deux grosses villes-là, en fait, ouais. D'accord. C'est pas le cas partout en Floride, mais Miami Beach, oui. Voilà, exactement. D'accord, ok. Et donc, alors, on est allé un peu vite, mais vous ne m'avez pas raconté votre rencontre. C'est quand même la base. Est-ce que vous pouvez me la raconter? Bien sûr, on s'est rencontrés en fait en 2011 via une amie en commun. Pour moi, c'était le coup de foudre tout de suite. Je peux corriger, c'était en 2010. En 2010, pardon. Super. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'était fin 2010, pardon. En novembre. Et donc voilà, par une amie en commun. Et on a très vite emménagé ensemble, en fait. Et moi, ma situation aussi. Et on venait de région parisienne, juste pour vous situer. Et très, très vite, on a déjà emménagé ensemble avant même de partir à Miami. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas quitté depuis notre rencontre, en fait. D'accord, c'est beau. Bon, après, envisager une expatriation sur un tout jeune couple, c'est un peu qui est tout double quand même. Enfin, vous avez pris un risque. Ouais, c'est vrai. Déjà, le fait qu'on habitait ensemble, ça nous a forcément rapprochés. On était vraiment très, très fusionnels depuis le début. C'est vrai que c'était qui tout doux, mais vraiment, pour le coup, nous, ça nous a
fusionné encore plus. Je crois que j'aurais pas pu le faire sans elle, honnêtement. Même si mon rêve c'était de venir aux États-Unis, c'est vraiment avec Camille, c'est notre détermination, je pense, en couple, quoi, qui nous a permis de rester ici. Ouais, d'y arriver en fait. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vraiment difficile, hein. On croit que c'est facile de venir ici, mais c'est pas le cas, malheureusement. Ouais, malgré le fait que vous soyez sponsorisé, enfin que toi tu sois sponsorisé par ton entreprise, c'était compliqué. Ben oui, en fait, donc moi j'étais en sponsorisé, mais il faut savoir que donc on a mis 7 ans à avoir la carte verte. Donc Wow. au bout de 7 ans, on a la carte verte, on Ouais. peut s'estimer entre guillemets soulagé parce que du coup on n'a plus de problème de renouvellement de visa tous les ans, voire tous les 2 ans. Et donc du coup maintenant on a 10 ans devant nous et on peut dans 5 ans devenir américaine, avoir la citoyenneté américaine. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est votre objectif initial ou pas du tout? Ça s'est fait au fur et à mesure? Je pense que ça s'est fait au fur et à mesure, même si on avait l'envie de rester sur le long terme, mais encore plus maintenant qu'on a nos petits bouts parce qu'eux ont la double nationalité et ça nous paraît évident de l'avoir également, même si on veut peut-être rentrer en France plus tard, on veut pouvoir revenir ici si jamais, l'un d'eux ou tous, souhaitent rester aux États-Unis, parce que sinon on n'aura pas l'opportunité de pouvoir revenir sur du long terme, voilà, les rejoindre si besoin, et cetera. Donc D'accord. Parce que la carte verte est définitive, mais si tu rentres en France, tu perds cette carte verte? Oui, en fait, la carte verte, c'est pour 10 ans, mais à condition de rester au 10 moins ans. 6 mois par an aux États-Unis. Donc, si on D'accord, reste OK. pas 6 mois par an, on perd la carte verte. Donc, en fait, il y a vraiment que la citoyenneté qui nous permettrait de changer de pays ou de revenir en France, que ce soit 6 mois ou plus, et de pouvoir revenir aux États-Unis quand on veut, sans problème. D'accord. Et alors du coup, dans ce contexte, donc américain et d'expatriation, vous avez envisagé la parentalité assez rapidement finalement aussi? Oui, en fait, enfin, moi, j'ai toujours eu l'envie, déjà personnellement d'avoir, des enfants, sans même, connaître mon homosexualité ou même quand je l'ai su après, je veux dire, c'était quelque chose, je savais pas, C'était inné? voilà, franchement, c'était, oui, inné. Je voyais pas ma vie sans enfant. Donc après, pour Camille, c'était quelque chose aussi qu'elle avait en tête, mais elle était plus encore dans ses études, elle venait de les terminer, heu, c'était moins, enfin, ouais, pour toi, c'était quelque chose Oui, que je savais que j'allais avoir des enfants, mais je savais pas trop quand, ni comment. Bon, je savais que j'allais avoir des enfants. C'était pas trop pressé. Ouais, voilà. Après, c'est vrai que, notamment quand on connaît pas sa sexualité, on n'envisage pas le comment on va faire les enfants. Enfin, ça paraît assez évident, au premier abord. Je suppose que quand vous avez, découvert votre homosexualité et puis construit votre couple, vous avez dû y réfléchir de façon plus, on va dire, plus, concrète. Oui, tout à fait. On a commencé à y réfléchir et en fait, on a eu la chance, ici quand on était à Miami Beach, on est tombé sur, une conférence, qui se faisait juste à côté de chez nous et c'était pour les LGBT pour, nous orienter, comment avoir des enfants, quels sont, les paramètres légaux, tout ce qu'il faut par quoi il faut passer pour pouvoir avoir un enfant et comment faire. Donc on a participé à cette conférence et donc cette conférence, elle nous a bien aidé à ouvrir les yeux et avoir une idée plus précise de comment on allait faire et quand est-ce qu'on allait commencer. Et alors du coup, quel est le contexte justement aux États-Unis? Donc là, on est en 2000 combien? Vous avez commencé à c'était, réfléchir à ça? en fait, en 2014, en fait, un peu après notre mariage, c'est D'accord. là qu'on a assisté à la conférence et que du coup, on s'est encore plus intéressé au sujet. Heu, Mmh. En fait, ici, c'est assez simple, c'est même, c'est pas récent du tout pour les couples, LGBT d'avoir accès à la PMA, en fait, tout simplement. Donc ça a pas été un tabou avec, personne d'ailleurs au niveau légal ou même je veux dire après jusqu'à l'accouchement. D'ailleurs, ça a jamais été un tabou, un problème ici, tout le monde y a accès assez facilement. Oui, c'est acquis. Exactement, ouais. Et du coup, alors, effectivement, on entend, hein, enfin, j'ai même envie de dire, alors évidemment, nous Français, on se base sur quoi? Sur les séries américaines qu'on a l'habitude de voir, hein, soyons clairs. Donc la parentalité LGBT, rien qu'avec, Friends, elle était abordée donc dès 95, Ouais. j'ai envie de dire. Je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est pas pour nous, c'est assez évident qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Comment ça se passe? Oui, en fait, ouais, je trouve que enfin,
par rapport par exemple, au podcast que j'ai pu écouter et que tu as enregistré auparavant, je me rends compte qu'ici, on a vraiment la chance alors c'est coûteux évidemment, mais c'est beaucoup plus simple d'avoir l'opportunité de la PMA, en fait. On a tout à Ouais. disposition, on ne sait pas exactement comment ça se passe, en Belgique, par exemple, ou en Espagne, mais en tout cas ici, on a vraiment toutes les portes ouvertes. Nous, on était un peu dans le flou, donc avant cette conférence qui nous a très bien dirigés et donc en fait, tout simplement notre première étape, c'était de prendre rendez-vous avec, ce qu'ils appellent ici un endocrinologue spécialisé en reproduction et donc une fois le premier rendez-vous pris, bon, il nous a plus expliqué en détail, comment ça allait se passer, mais ça a vraiment été, pour lui, aucune surprise d'accueillir un couple homosexuel. On n'a jamais, que ce soit même chez un gynéco, lambda, on n'a jamais été, regardés bizarrement ou questionnés, et à l'hôpital pareil, on n'a jamais eu de questions là-dessus. On nous a toujours, compris tout de suite qu'on était 2 mamans et pas de questions posées et toujours aussi bien traités que quelqu'un d'autre. D'accord. Et est-ce que vous deviez être mariés pour avoir accès à la PMA aux US ou Alors pas? non, pas du tout. C'est pas du tout quelque chose qui demande, en fait. Bon, après, c'est logique. C'est aussi possible, on connaît aussi des mamans, solo, en fait, qui ont juste, envie d'avoir des enfants et pas de partenaire, tout simplement. Donc elles font des enfants, toutes seules, en fait. D'accord, oui, oui, donc c'est ouvert aussi aux femmes seules. Exactement, ouais, ça l'est aussi. Mmh, d'accord. Et alors, bah, du coup, quel choix vous avez fait à ce moment-là, au moment de la conférence? Enfin, je suppose que vous n'avez pas tout de suite décidé de vous lancer, mais vous m'avez dit que vous aviez, déjà envisagé le camp. Donc qu'est-ce qui enfin, voilà, quel a été votre cheminement? Alors en fait, donc après cette conférence, moi j'étais franchement, j'étais super prête pour À fond? ouais, complètement, complètement. En plus, pendant la conférence, c'est assez marrant, une petite anecdote, mais Camille a eu la chance de gagner donc ce que vous appelez, je crois, les paillettes. En fait, Mmh. voilà, une nuffure de sperme, on appelle ça comme ça ici. Donc avec ça, j'étais vraiment genre: «Il faut commencer tout de suite, c'est gratuit». C'est génial ça. Donc bon, malheureusement, on n'a pas commencé tout de suite parce qu'en fait, tout simplement, Camille, a commencé des études pour être, expert comptable aux États-Unis. Elle en Mmh. avait pour 3 ans. Donc forcément, elle avait pas la tête à ça. On savait que ça serait compliqué, donc on a décidé d'attendre. Heu, Mmh. En fait, en attendant, j'ai continué à regarder. Nous, on a accès, pour les donneurs, on a en fait, accès aux banques de sperme, ça s'appelle comme ça, Mmh. en ligne et donc j'ai commencé à regarder un peu et voilà, voir comment ça se présentait pour choisir un donneur, quel type de donneur on avait, la possibilité de choisir et puis, ça a commencé comme ça. Mmh. Heu, donc ensuite c'est en 2016, je crois que là vraiment, on a commencé à prendre nos rendez-vous tout début 2016. On s'est senties, prêtes, surtout Camille en fait, parce que moi j'étais toujours prête. Ça n'avait pas changé. Voilà, donc on se sentait prête, aussi financièrement parce qu'on s'imaginait bien évidemment que le coût, ici, connaissant enfin les assurances qui couvrent pas comme en France, c'est assez différent. Enfin je sais qu'en France c'est pas couvert pour les couples, LGBT, mais je veux dire l'assurance même classique, couvre pas grand-chose ici. Donc Mmh. on savait que devant nous, on avait forcément allait avoir un gros coût, pour réaliser notre PMA, en fait et Ouais. Et au niveau du choix de la clinique, est-ce que c'est, enfin, en gros, est-ce que tu descends, en bas de ta rue, tu fais, 3 pâtés de maison et tu pousses une porte de clinique et vous avez accès à n'importe quelle clinique? Enfin, est-ce que c'est aussi libre que ça oui, ou, oui, c'est comme ça. Alors c'est dingue. nous, on s'est dirigés vers la première clinique, en fait, simplement après avoir, assisté à la conférence en 2014. On avait, pris les coordonnées de cette première clinique à Miami. Donc on a Mmh fait mh. notre premier rendez-vous là-bas. Une première série de tests, dès le premier rendez-vous, en fait et heu et puis on a eu, bah, voilà, connaissance des prix, des tests voilà, le cheminement, les tests qu'il fallait faire aussi. On n'a pas eu le feeling avec cette clinique-là, donc en fait, tout simplement, on a fait la recherche pour une autre. On voulait Mmh. comparer les prix aussi parce qu'on a vu que c'était Ouais. assez coûteux, donc on a Mmh. choisi finalement une autre clinique, sur Miami. Mais c'était vraiment très simple, il suffit juste d'un rendez-vous, c'est très facile à trouver ici. D'accord.
Et alors, ça m'intrigue cette histoire de Camille qui a gagné des paillettes. En fait, ils font des concours pendant les conférences, Mais alors oui, en fait, des tombolas. oui, c'est ça. En fait, Ouais. durant cette conférence, à l'entrée, il fallait mettre un petit ticket avec son nom et à la fin de la conférence, il y a une personne qui était tirée au sort et c'est tombé sur moi. J'étais d'ailleurs très gênée de dire je dois vraiment y aller. Et donc bon, bah c'était quand même un beau cadeau. Ça coûte quand même $900 une fiole, donc Bah ouais, c'est on va clair, pas c'est clair. on va pas dire non. Donc voilà, on l'a accepté et en fait, on n'était pas prête à ce moment-là à commencer. Donc j'avais peur qu'ils nous disent vous avez un an pour l'utiliser, etc. Et en fait, ils ont été compréhensifs. Ils nous ont dit quand vous êtes prêts, on reste en contact et vous pouvez nous contacter quand vous êtes prête. Donc Ah, c'est génial. ouais. Donc du coup, on est passé par cette banque de sperme. Du coup, c'était une banque de sperme en particulier qui nous avait offert cette fiole. Et donc, voilà, c'était une banque qui sponsorisait quelque chose comme voilà, ça. c'est ça. C'était une banque qui sponsorisait l'événement. Et donc, du coup, on est passé par celle-ci, mais ça nous dérangeait en rien parce que c'est California Cryobank, elle s'appelle, et c'est l'une des plus grandes banques de sperme aux États-Unis. Donc, on avait complètement 100% confiance en cette banque. Oui. D'accord, ok. Ok, c'est marrant. Franchement, je trouve ça génial. Mais ça prouve que c'est complètement libéré. Enfin, moi, je trouve ça génial. Non, c'est vrai que c'est chouette. Et donc, à cette conférence, pour info, il y avait le côté légal avec une avocate qui expliquait les droits des parents LGBT. Donc, il y avait cette banque de sperme aussi qui représentait et expliquait les différents choix qu'on avait, que ce ferait à nous, avec les UI, etc. L'insémination intra-utérine, voilà, en français. Oui. Et puis des médecins, etc., qui participaient. Donc, c'était bien encadré, bien tout. D'accord. Et alors, ce parcours, il se passe comment pour vous parce que bon, vous avez donc fait le choix en fin de votre clinique en comparant notamment les devis. D'ailleurs, est-ce que au niveau budget, vous pouvez nous parler un petit peu du coût aux États-Unis? Parce que nous, on se plaint, mais je crois qu'aux États-Unis, c'est juste démentiel. Oui, exactement. C'est rien à voir en fait. Par exemple, juste le premier rendez-vous, ça coûte $300, $400. J'ai plus le chiffre exact, mais juste le premier rendez-vous avec le médecin, c'est environ $400. D'accord. Donc ça, c'est juste pour dire ce que tu veux faire et lui qui te dise un peu comment ça se passe le processus. Donc on n'a rien commencé. D'accord. Et ensuite, donc il nous dit tous les tests, tous les diagnostics qu'on doit faire avant de commencer le processus. Donc les prises de sang pour voir les maladies génétiques, les vitamines, pour voir je sais pas comment on appelle ça, pour voir la qualité des œufs. J'ai oublié le nom. Et le sono-hystérogramme et le hystérosapinogramme. Donc on a accès à tout ça et bien sûr on repart avec la liste des prix pour tout. Ça paraît bête mais bon c'est très important pour nous parce que par exemple juste pour faire tous ces tests-là sans commencer l'IUI, il faut compter autour de $2,500. Donc ouais, d'accord. Voilà. Et donc d'ailleurs, on avait discuté avec le médecin en lui disant on n'avait pas des ressources illimitées. Et donc, est-ce qu'il y avait des tests qu'on pouvait éviter plus que d'autres? Et il nous avait dit que pour Olivia, qui avait l'air jeune et qui ne montrait aucun signe d'infertilité, on pouvait passer à côté de l'hystérosapinogramme. Donc, qu'on n'a pas fait au début. Et après tous ces tests, le cycle arrivant, on a pu commencer. D'accord. Et alors, vous avez fait le choix de qui pour porter le premier? Alors moi, Olivia, parce que j'étais D'accord. prête de toute façon, j'étais vraiment... Oui, tu étais plus que prête. Exactement. Et puis Camille étudiait toujours à ce moment-là, en fait. Elle était toujours elle travaillait à temps plein et en même temps étudiait. Donc c'était impossible qu'elle porte. Et puis moi, j'avais toujours eu envie. Enfin, il y avait vraiment aucune question sur qui commençait à porter le premier enfant dans le couple. D'accord. Oui, c'était évident par rapport à votre avancée dans votre vie, en fait. Exactement. Ça. D'accord. C'était déjà bien défini depuis le début du parcours. Oui, ça avait l'air de toute manière, effectivement. Et alors, ce docteur, il vous fait des propositions, en fait, de techniques ou c'est une évidence de commencer par l'insémination ou peut-être par la FIV? Comment ça se passe? Oui, voilà. En fait, il propose, il nous explique ce qui est possible. Par rapport, moi, à mon profil, voilà, quand on a commencé, j'avais 26 ans. Pour lui, c'était clair que ça serait une insémination classique. Et puis, bon, si besoin, évidemment, il avait évoqué la FIV. Mais pour lui, c'était une évidence qu'on avait commencé par une insémination classique. Voilà. Même si on avait les choix, il y avait les prix, etc. Et puis, bon, ils ont évidemment tendance à nous faire choisir ce qui est le plus cher, normalement. Mais voilà, forcément. Voilà, ça reste quand même le business ici en premier.
C'est ça. Oui, en fait, il nous explique qu'au bout de 3 IUI, il est conseillé de passer à la FIV parce que bon, elle estime que nos chances, elles sont entre guillemets passées si on n'a pas réussi une des 3 UI, que la FIV nous donnera plus de chance. Donc c'est comme ça qu'il nous D'accord. prépare. Et j'ai trouvé personnellement qu'à chaque rendez-vous, il insistait un peu beaucoup sur la FIV. Et moi, c'est pas quelque chose auquel je voulais avoir recours au début, bah déjà vu pour le coût que c'est, et puis c'est pas du tout le même procédé. On voulait d'abord essayer de manière la plus simple le possible, et surtout que bon, bah, c'était facile d'accès ici, donc on voulait vraiment le faire. Mhm. Et ils imposent la stimulation ou pas aux États-Unis? Alors, moi j'ai trouvé qu'en fait on avait même, enfin, c'était pas imposé, comment dire? C'était pas imposé, on pouvait dire non, mais ils nous ont pas vraiment laissé le choix. Ouais, voilà, exactement. On n'est pas médecin. Voilà, on n'avait aucune, on connaissait pas d'autres couples qui étaient passés par là, etc. On a juste décidé d'écouter le médecin en fait, tout simplement. Et donc on s'est dit bon bah on va mettre toutes les chances de notre côté et on va le faire, voilà, avec recours aux médicaments classiques de stimulation qu'ils nous proposent. Ouais, qui eux aussi ont un coût, puisque déjà en France, ça a un coût. Alors j'imagine bien qu'aux États-Unis. Je sais pas comment ça se passe en France aussi, j'ai pensé, mais effectivement, nous aussi, on paye tout de notre poche, en fait. Il n'y a aucun remboursement, évidemment. Et puis en fait, à chaque fois, on y allait un petit peu à l'aveugle là-dessus sur les médicaments parce qu'on savait jamais vraiment le coût à l'avance. Donc à chaque fois qu'on allait à la pharmacie, c'était la surprise, genre combien ça va nous coûter cette fois-ci. Et bon, bah, c'était bon. De toute façon, on devait accepter, on n'avait pas le choix. Oui, une fois que c'est lancé dans le processus. Il fallait y aller. Ouais. Vous n'avez pas eu trop de mauvaises surprises ou si? Financièrement Si, quand même, ouais. Le fois où on s'attendait pas, je veux dire, quand il nous faut faire des tests de grossesse pour vérifier que je suis pas enceinte avant de commencer, bon, il y a un coût à chaque fois à la prise de sang. Je me dis que ce genre de choses, on pourrait les éviter, quoi. Ouais. Au début de chaque couple, ils font faire un test de grossesse, ça paraît rien, mais ça coûte $90. Sauf qu'après, ils font aussi un test pour vérifier les hormones, ça coûte aussi $90. Ensuite, ils font une échographie qui coûte $300. Enfin bref, ça va vite. En honnêteté, pour chaque rendez-vous, on en avait environ pour $500 à chaque fois, donc ça allait assez vite. Et beaucoup de rendez-vous aussi. Et beaucoup de rendez-vous, donc je sais pas comment c'est en France, mais ici ou à l'étranger. Ici, on a un rendez-vous au jour 3 du cycle pour commencer le cycle. Et donc là, nous font des prises de sang et un ultrason. Ils appellent ça ultrason ici. Je crois que c'est échographie l'équivalent. Oui, c'est échographie en France. Et à partir de là, ils nous font commencer donc les médicaments. Après, c'était pas un traitement de cheval non plus. C'était des doses. Juste, c'était pour avoir un seul follicle ou voire deux, mais ils nous incitaient pas à en avoir plus du tout. Et après, on avait rendez-vous, il me semble, au 12e jour du cycle pour voir la taille des follicules, voir s'ils maturaient correctement. Et ensuite, on avait un autre rendez-vous le 13 ou 14e jour. Et après, ils nous disaient si on devait déclencher l'ovulation avec l'Ovidrel ou non. Et on devait quand même faire des tests d'ovulation tous les jours, voir si Olivia, elle ovulait pas avant de déclencher avec la piqûre. C'est à peu près pareil, en tout cas moi sur le parcours que j'ai eu, c'était ça à peu près au niveau des rendez-vous et du suivi. Seulement, on n'avait pas, moi j'avais pas de test d'ovulation à faire. Alors après, je sais que tout est propre à chaque clinique, mais voilà, c'est à peu près ça. C'est des tests classiques, hein, c'était test à la maison, mais on le faisait juste simplement pour vérifier qu'il n'y avait pas déjà eu d'ovulation avant de déclencher, quoi, de pas vous rater. Oui, évidemment. Étant donné que c'était aussi avec le médicament, donc. Oui, pour pas tirer à blanc non plus. Exactement. Et alors, vu le coût et vu la rigueur du parcours, on va dire, est-ce que vous avez la chance que ça fonctionne rapidement ou pas? Et non. On n'a pas parlé du choix du donneur qui était important. C'est vrai, tu as raison. Revenons-en au choix du donneur, on parlera après du nombre d'essais. Oui, du coup, le choix du donneur, effectivement, tu l'as évoqué tout à l'heure. Donc, vous avez, surtout Olivia qui avait eu accès, vous l'aviez tous les deux, hein, mais Olivia, a priori, avait fait des recherches importantes sur la banque de sperme. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe d'ailleurs aux États-Unis? En fait, aux États-Unis, donc on a accès donc au site de la banque de sperme et en fait, on a accès donc au profil des donneurs. Donc, je pense que c'est à peu près la même chose en Europe. On a des donneurs qui sont 100% anonymes. Et puis des donneurs qui sont open. Ils appellent ça open donor. En fait,
c'est des donneurs qui ont pour obligation, à l'âge des 18 ans de l'enfant qui a été conçu, si l'enfant il souhaite le contacter, il doit répondre au minimum une seule fois. Donc D'accord. s'il a envie de dire je n'ai pas envie d'être en contact, il peut le dire. Et puis s'il a envie d'être en contact, ils peuvent après rentrer en contact le donneur et l'enfant. D'accord. Donc on était sur ce site et c'était un catalogue, hein, on choisit vraiment comme dans un catalogue. La seule chose, c'est que à l'époque où nous on l'a fait, il y avait que des photos des donneurs enfants, ce qui nous suffisait complètement. Mais maintenant, ils donnent aussi des photos d'eux adultes, ce qui est un peu, on trouve ça un peu bizarre, mais bon, chacun. C'est à moins d'anonymat. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça, c'est ça. Chacun fait comme il le souhaite. Donc nous, c'était que des photos de lui enfant. Et après, on avait vraiment tous les détails sur lui et sur sa famille, plus que parfois son propre conjoint, je crois. Et donc on avait toute l'historique de ses maladies, tous les caractéristiques physiques de toute sa famille. Et c'était bon, assez rigolo au début de voir ça. On a même un enregistrement audio pour entendre sa voix. D'accord. Et donc on a fait notre choix comme ça. C'était assez rigolo. D'accord. Ça a été compliqué ou pas comme choix? Enfin, vous avez vite statué? En fait, ouais, on a eu moi, j'ai regardé pendant longtemps sur le site, j'en avais sélectionné quelques-uns qui me plaisaient. Nous, notre critère en particulier, c'était surtout le fait qu'il ait un rapport médical qui soit clean, quoi, qu'il n'ait pas de maladie dans sa famille, etc. Même si c'est pas, enfin, il sélectionne les donneurs évidemment avec ça, mais voilà, on voulait que ce soit le plus simple possible. Le plus simple possible, ouais. Donc c'était notre critère de choix en fait pour sélectionner. Donc j'en avais sélectionné quelques-uns. Et en fait, tout simplement, Camille un jour se met sur le site et elle tombe sur un donneur qui venait juste d'être ajouté. Et elle m'en fait part. Et en fait, c'était vraiment le coup de cœur. Il nous ressemblait vraiment beaucoup de par son parcours professionnel, etc. Et vraiment, il ressemblait beaucoup à toutes les deux. Donc on a accroché vraiment avec celui-là. D'accord. Et donc là, vous avez pu bénéficier de vos fameuses paillettes offertes? Exactement, mais on nous avait aussi prévenu durant cette conférence un détail hyper important auquel on n'avait pas forcément pensé ou on n'aurait pas pensé, c'était qu'au moment de l'achat des paillettes, il fallait en acheter plusieurs si on voulait avoir plusieurs enfants du même donneur, parce que les donneurs, ils partent hyper vite. Par exemple, notre donneur, en un mois, il n'y en avait plus et il n'en a jamais redonné. Donc on a été hyper content d'avoir eu ce conseil parce que du coup, on a pu en acheter beaucoup d'un coup, c'est sûr. Il fallait le budget parce que, comme on l'a dit, c'était $900 la fiole. Et on en a acheté 15. Donc, Ah oui, 15. Ouais. Et une fiole, c'est un essai, c'est ça? Oui, une fiole, c'est un essai. D'accord. Ah oui, non, mais ça fait un Donc, budget on énorme. en avait acheté 10 au début et quand on a vu que ça allait être compliqué, on s'est dit on préfère mettre plus de chances de notre côté. On pensait avoir 2-3 enfants, donc on s'est dit on va en acheter 15 pour être sûr d'avoir au moins 2-3 enfants du même donneur. Donc, d'accord, oui. Donc pour vous, c'était important que le donneur de tous vos enfants soit le même. On n'y avait pas pensé au premier abord, mais en fait après, pour nous, c'est devenu un point important. Ouais. Si on pouvait le faire, on le ferait. Étant donné en plus qu'on avait vraiment eu un coup de cœur pour ce donneur-là, c'est surtout ça aussi qui a fait qu'on s'est dit que voilà, on voulait qu'ils soient tous du même donneur si possible, effectivement. D'accord. Et alors, anonyme ou semi-anonyme ce donneur? Alors, il est semi-anonyme et ça nous convient plutôt bien en fait. Nous, on est, je veux dire, quand les enfants sont majeurs, s'ils ont l'opportunité de poser leurs questions, ça nous va très bien aussi, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. C'est vrai qu'avec le recul, tu vois, je me dis que nous, on aurait sûrement fait ce choix-là. Maintenant, à l'époque, on était mal informés et le choix qu'on a fait nous convient bien aussi. Mais c'est pareil, en fait, nous, on voulait absolument qu'il soit anonyme au début, puis quand on a vu cette option, en fait, il est arrivé que ce donneur-là était semi-anonyme et c'était un hasard, on l'avait pas choisi pour ça. Et en fait, après coup, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas, en fait, ça nous laisse l'option et on est contente de l'avoir. Ouais, complètement. Je comprends complètement. Et donc, ce parcours est compliqué? Alors oui, un peu compliqué. Donc c'était donc en 2016, c'est là qu'on a commencé. Donc après les tests qu'on doit faire donc au préalable avant de commencer le parcours, on a fait notre premier essai au mois de juillet 2016. Donc c'était, je sais pas si vous utilisez la même chose en Europe, mais nous donc on utilisait le Femara pour stimuler, etc. Non, c'est pas les mêmes, je crois. Il y en a plusieurs en fait, mais c'est ça qui était recommandé par le docteur. Et d'accord. donc voilà, donc on a commencé comme ça.
Et en fait, ce cycle-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il semblerait que je n'ovulais pas, qu'il n'y avait aucun follicule mature. Donc finalement, ça a commencé par un peu un échec. Donc on n'a rien pu faire. Le docteur a conseillé tout simplement qu'on arrêtait les médicaments et puis qu'on attendait le cycle suivant. Donc un peu déçue. Bah oui, forcément. Surtout, voilà, j'étais vraiment très excitée de commencer. Je pense que c'est ça qui a joué, hein, honnêtement. Ce stress, cette pression que je mettais déjà. Donc voilà. Oui, et puis la stimulation, c'est pas anodin pour nos corps, donc ça peut aussi jouer. C'est vrai. Finalement, avec le recul, je crois que si je m'étais mieux renseignée, on n'aurait peut-être pas fait avec les médicaments. Je pense que on aurait peut-être commencé de façon classique. Donc après, notre second essai, c'était donc le cycle d'après. On a de la chance, c'est assez rapide ici. On peut faire des essais tous les mois. Donc au mois d'août, c'est notre première vraie insémination puisque ce cycle avait fonctionné. Un follicule mature. Donc voilà, on fait l'insémination. Donc on attend les 14 jours. Je pense que c'est pareil en Europe pour avoir oui, tout à fait. la prise de sang. Et elle était négative. Donc notre second échec, premier vrai échec, on va dire. Donc évidemment déçu. On recommence le cycle d'après, donc au mois de septembre. Et donc toujours avec le même médicament, mais on augmente les doses en fait, pour donner plus de chance. À côté de ça, ils me donnent d'autres choses, des patchs pour augmenter la taille de l'endomètre, pour mettre toutes les choses de notre côté en fait. Donc au mois de septembre, voilà, même chose. Et puis encore négatif, encore un échec. Donc ça a commencé à être dur à encaisser. On a la chance qu'on n'ait pas besoin de voyager, que c'était sur Miami, etc. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence avec l'Europe, honnêtement. On pouvait commencer assez rapidement, refaire des tests, des cycles, enfin tous les cycles le mois suivant, etc. C'était assez simple de ce côté-là. Ce qui n'est pas évident, évidemment, en Europe. Donc pour ça, on avait la chance. Donc on continue sur le prochain cycle le mois d'après, donc ce qui nous amène en octobre. Donc là, on change de médicament. Sur un autre qui est à peu près semblable, mais ça s'appelle Clomid, je ne sais pas si... Oui, ça existe voilà, en France. On est passé à Clomid. Donc j'ai une bonne réaction à ce médicament-là, ça s'est bien passé. J'avais 2 follicules matures, donc super contente pour ce cycle. Et encore une fois, on attend les 14 jours, évidemment, et à nouveau un échec. Donc là, ouais, ça a commencé à faire mal. Moi, je recevais les appels de la clinique directement donc quand les résultats étaient disponibles. Donc j'avais la lourde tâche d'appeler Camille après. Donc évidemment, je pleurais entre les appels. Bah oui, forcément. Voilà, je m'en voulais énormément, mais malheureusement, pas faire grand-chose. C'est juste la nature. Non, oui, tout à fait, mais c'est vrai que la culpabilité est énorme à ces moments-là. Honnêtement, ouais, j'ai l'impression que toute la faute était sur moi. C'était vraiment difficile. À côté de ça, Camille était très rassurante. Voilà, elle essaie de relativiser, etc. Mais c'était vraiment dur à encaisser. Ouais. Donc tout ça, ça nous amène au mois de novembre. Camille décide qu'on arrêtait là avec les inséminations. Le médecin aussi se disait bon, au bout de 3 fois, comme il nous avait prévenu, on allait voir d'autres possibilités. Donc évidemment, il revient sur le sujet de la FIV. Donc on se dit, on y réfléchit 2 minutes, mais on sait que c'est assez coûteux. Donc on décide tout simplement de faire d'autres tests. Donc comme Camille l'avait évoqué tout à l'heure, on était passé à côté de l'hystérosalpingographie. Salpingographie. Ouais. Donc il nous recommande de la faire. Donc faisons-la maintenant. Donc effectivement, j'avais une des trompes qui était partiellement bouchée. Enfin, elle n'était pas en terrible état, donc ça aidait pas forcément à toutes les inséminations qui sont passées avant. Et évidemment, sur les 3 inséminations que j'avais faites, il y en avait 2 qui étaient donc dans la trompe qui est un peu abîmée, donc forcément ça aidait pas non. Et à côté de ça, il m'a aussi fait des tests pour vérifier si j'avais pas de l'endométriose. Bon, honnêtement, tous les tests n'étaient pas très concluants, c'était assez vague et même lui n'avait pas de vraies réponses. Mais bon, il donnait son feu vert quand même pour continuer et refaire des inséminations. Donc
moi, forcément, j'étais toujours prête. Et puis, dans ces moments-là, on devient complètement obsédé par l'envie d'avoir cet enfant encore plus qu'avant, quoi. C'est Oui, c'est notre unique but, en fait. projet. Voilà, c'est ça. Moi, dans ma tête, c'était, je pensais qu'à ça, quoi, vraiment. Puis avec toutes les hormones, etc., c'est assez prenant. Ouais. Donc, en décembre, on refait une insémination classique. Donc, on appelle ça IUI. On repart sur le Clomid qu'ils avaient décidé de m'augmenter. Et donc, en fait, je me suis un peu trompée dans les dosages. Là, j'ai pas pris les bons cachets à ce moment-là. Donc, évidemment, je m'en veux encore plus. Mais bon, j'avais quand même un follicule qui était mature. Donc, voilà, c'était OK pour faire l'insémination. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, j'étais quand même à fond. Et notre 4e échec au mois de décembre. Donc là, oui, ça commençait à peser énormément. Même pour notre couple, je veux dire, c'était... Bah oui, bien sûr. ça commençait à être dur pour tout le monde, en fait. Je ne sais pas comment Camille a fait pour me supporter. C'était difficile. Donc, Bah après, c'est clair que là, tu as tout qui joue, quoi. Tu as la culpabilité, les hormones, l'espoir ou le désespoir d'avoir cet enfant. C'est compliqué. Donc voilà le parcours au niveau IUI. Donc forcément, on se dit, bon, bah, c'est peut-être le moment, étant donné que notre budget commence à se resserrer un peu, de penser à la FIV et de mettre toutes les choses de notre côté. Donc on s'était dit que c'était ça ou peut-être faire des IUI, mais on ne pourrait pas continuer non plus trop longtemps. Donc là, au mois de janvier 2017, on prend rendez-vous avec notre docteur pour voir comment allait se passer une FIV. Donc le coût et tout ce qui est engendré à côté au niveau des traitements. Il faut noter que dans tout ce parcours, en fait, on a vu le docteur très peu. On a vu le premier rendez-vous, on l'a vu avant de commencer le premier EUI, puis après, ensuite, on l'a plus jamais revu jusqu'à après nos 3 échecs, où là, on a demandé un nouveau rendez-vous avec lui, parce qu'en fait, à chaque visite, on voit simplement une infirmière, et lui, il donne ses instructions aux infirmières qui nous les transmettent. Donc, on voit jamais le docteur directement, à part quand on demande un rendez-vous avec lui. Et ce qu'on avait fait donc après les 3 échecs, où là il nous avait reparlé de la FIV, mais j'étais assez entêtée en me disant mais c'est pas possible, tout le monde nous dit que Olivia elle est en très bonne santé, qu'elle est fertile et qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas, pourquoi ça ne marcherait pas avec nous? Et donc c'est pour ça qu'on a insisté avec une 4e insémination, et puis là on s'est dit que financièrement si on faisait encore des inséminations, on n'aurait plus assez après pour faire une FIV si vraiment ça ne fonctionnait pas, donc on est passé à la FIV. Parce qu'en fait, chaque insémination, si on compte le coût de la fiole, ça nous coûtait $2500 chaque essai. Ouais, ce qui est énorme. Donc au bout d'un moment, fallait dire stop et passer à la FIV, même si la FIV elle est 4 fois plus chère. La FIV, quand on a eu le coût, c'était $15 000 et ça comprend pas les médicaments. Les médicaments, c'est entre 4 et $5 000. Donc faut compter $20 000. Donc ça n'a pas 20 000. Donc bon, là, ils te proposent de payer en plusieurs fois. Bien sûr, ils sont très gentils, mais évidemment, c'est pas suffisant des fois. Mais bon, on a fait tout ce qu'on a pu pour avoir recours à cette FIV. Et mais par contre, la chose que après on savait pas, c'était si cette FIV ne marche pas, comment on fait, parce que là, on n'a vraiment plus aucune ressource. Donc on comptait vraiment sur cette FIV. D'ailleurs, quand on a commencé la FIV, notre premier rendez-vous, c'était aussi avec, ils appellent ça une financial consultation, donc avec quelqu'un qui va te parler de comment tu vas payer, voilà les coûts, voilà comment ça se passe, etc. Donc il y a un rendez-vous avec quelqu'un vraiment spécialisé dans le coût du traitement, quoi. Oui, qui doit très certainement te faire une proposition de crédit au bout du truc, non? Oui, aussi. Surtout que nous, voilà, vraiment, on n'avait rien du tout de couvert et remboursé par l'assurance. Donc, on savait que tout était 100% de notre poche. Oui, d'accord. Oui, ça dépend des mutuelles, enfin des assurances. Voilà, c'est ça. Il y en a très, très peu ici qui couvrent les problèmes. Nous aussi, ça s'appelle les problèmes d'infertilité. Mais déjà, si ça couvre, c'est souvent, malheureusement, que pour les couples hétéros. D'accord. Et alors, cette FIV? Alors, donc, on commence la FIV en janvier 2017. Et juste en parallèle, on était en contact aussi avec des mamans solo ou des couples LGBT ou des couples hétéros qui utilisaient le même donneur et pour qui ça avait marché du premier coup, pour tout le monde. Parfois des jumeaux, d'accord. etc. Donc plutôt positif. C'était positif parce que du coup, on se disait, bon, bah, ça fonctionne bien, c'est pas un problème avec le donneur, etc.
Mais d'un autre côté, ça nous nous mettait pas le moral du fait que pour nous, ça fonctionnait pas comme les autres, quoi, en fait. Bah oui. Donc voilà, il y avait du positif, en même temps, c'était aussi dur à encaisser que pour nous, on devait passer par tout ça et que ça fonctionnait pas. Donc D'accord. voilà, donc la FIV, donc ils nous ont donné le plan de traitement, en fait, ça s'est déroulé sur 4 mois, entre janvier et avril. D'accord. Donc en fait, je sais pas, je pense que c'est à peu près la même chose qui se passe en Europe, hein. C'est tout un traitement de piqûres pendant le cycle. Ça commence par la prise de la pilule, ensuite on fait des injections, enfin on se les fait nous-mêmes. D'ailleurs, on a eu des cours de comment faire des piqûres. Donc moi qui déteste ça, C'est vrai? c'était atroce. Je ne regardais pas, je disais à Camille, regarde bien comment faire. Il Ouais, fallait changer tu les m'étonnes. aiguilles nous-mêmes, etc., pour prélever un liquide, mélanger avec un autre. Donc c'était une vraie science à la maison. Oui, c'est clair, tu deviens C'est infirmière. ça, ouais, ouais, ouais. Donc on a reçu nos médicaments à la maison. On a suivi le protocole qui nous avait été donné par la clinique. Mhm. Franchement, c'est un vrai chamboulement au niveau hormonal. Pour moi, c'était vraiment difficile, quoi. Ça m'a paru intense. Bah, tu m'étonnes, Vraiment, C'est intense, hein, oui. je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment, ouais, c'était un choc. Niveau hormonal, ça nous fait passer par on appelle ça montagne russe, quoi. Ouais. Ça ne m'étonne qu'à moitié, hein. C'est clairement le ressenti en général des gens qui passent par les FIV, effectivement. Ouais. Et ici, alors, je ne sais Et pas si c'est pareil en Europe, mais on a contact en ce moment avec une amie qui le fait en Belgique, une FIV, et on a été mhm. hyper surprise parce qu'ils font une stimulation hyper courte et pour qu'elle ait environ 6, 7, 8 folliques matures. Et nous, Oui, c'est ça. en fait, nous, c'était pas du tout ça. Nous, ils visaient 20 follicles, enfin follicules, on dit. Ici, on dit follicle, c'est pour ça que je me trompe. Ils visaient au D'accord. moins 20 follicules, voire plus. Et donc, c'était vraiment un concours de combien il y en a à chaque rendez-vous. Ils les comptaient Mesurer. Ouais. mesuraient et demandaient d'augmenter les doses quand ils voyaient qu'il n'y en avait pas assez, selon eux. Et nous, on n'avait aucune idée de quel était le nombre normal ou non. Oui, Et donc, au final, à la ponction, il y en avait 16. Donc, on était contents, mais d'accord. eux, ils n'étaient pas hyper. Ils disaient pas que c'était un nombre enfin, un nombre élevé, ils disaient que c'était normal. Et en fait, Et c'est pour ça que ça se fait sur 4 mois, en fait, et pas sur... parce que il me semble qu'en Europe, c'est sur un mois que tu fais la stimulation pour avoir 7 ou 6, 7, 8 follicules, ouais. Alors, ouais, la stimulation, c'était sur 3 semaines à peu près, je crois. en fait, ici, Oui, c'est assez d'accord. long parce que dans cette clinique-là, ils commencent le protocole en te faisant prendre la pilule contraceptive pendant un mois. Alors, bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais D'accord. c'était son protocole à lui. Donc déjà, on perd entre guillemets un mois. Et après ça, on pouvait commencer le traitement. Oui, là, la stimulation, Mhm. elle était assez longue. Et après, donc, la ponction. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que ce docteur-là, il nous a conseillé. Donc, on avait soit l'option de faire un transfert frais, comme ils disent, ou alors un transfert congelé. Mhm. Et lui, il préférait le transfert congelé, il disait qu'il avait plus de taux de réussite avec cette méthode-là. Donc après la ponction, ils ont congelé les embryons qui nous restaient et ils lui ont fait attendre encore un mois et le cycle d'après pour faire le transfert. Donc c'est pour ça qu'il est étalé en D'accord. tout sur 4 mois. Ouais. Le temps que le corps se remette en fait d'aplomb après la stimulation qu'il a reçue, quoi. Ouais, d'accord. D'ailleurs, il est fréquent de Ok. faire ce qu'ils appellent Over. over stimulation. C'est que le corps a tellement réagi L'hyperstimulation, ouais. voilà, que tu dois même aller à l'hôpital parce que Ouais. y a trop de liquide dans ton corps, etc. Moi, je me souviens qu'après Mhm. la ponction, j'étais achevée, quoi. Je n'en pouvais plus le jour même, j'ai fait que dormir. C'est rarement le cas, Ouais. mais c'était vraiment très intense, ouais. Et du coup, sur les 16 embryons, enfin sur les 16 follicules, pardon, vous avez conservé combien d'embryons? Alors, Enfin, parce que normalement, ils sont pas tous oui, viables. c'est ça. Donc sur les 16, donc ils ont fait, ils nous ont appelés dès le lendemain. Ils nous ont dit qu'il y avait 10 embryons. Enfin, voilà, il y avait 10 follicules qui étaient fertilisés. Donc, Mhm. dès le lendemain, donc 10. Et ils nous ont rappelé, je crois que c'était à peu près 1 ou 2 jours après. Enfin, je crois que c'était peut-être le lendemain. Au final, il y en avait 5 qui étaient de très bonne qualité. Donc, ils ont D'accord. gardé ces 5-là. D'accord, ok. Et ils ont attendu donc 2 mois pour faire le transfert d'embryon congelé? Oui, c'est à peu près ça, ouais, 2 mois, parce qu'en fait, le jour du transfert, c'était le 10 avril, donc 2017.
Donc on avait commencé en janvier, on avait au 10 avril. Donc ouais, ils attendaient que le corps se remette d'aplomb, en fait, après tout ce qui s'était passé avant. Ouais, d'accord. Et donc, quand tu me parles de FIV, en fait, ça comprend le transfert à terme des 5 embryons. On est d'accord? Le coût des 20 000 Oui. $ comprend aussi le transfert des 5 Oui, embryons. ça comprend le transfert d'un embryon. Oui, d'un embryon. Un Oui, seul, oui. un seul, d'accord. Oui. Ça comprend pas jusqu'à Non. Il faut repayer à chaque transfert. transfert. Voilà. D'accord. Donc, Business is business. voilà. D'ailleurs, c'est quelque chose de tout bête, mais quand on nous avait dit le prix, on va dire, de 15 000 $ de la FIV, ça comprenait, c'était un transfert frais, c'est-à-dire un transfert juste après la ponction. Et en fait, après, le docteur, il nous dit, bah, moi, je préfère faire un transfert congelé. Donc, nous, on suit l'avis du docteur. Et arrivé donc à ce cycle-là où on est prête à se préparer pour le transfert, on nous dit, ah oui, bah, la préparation, elle est pas inclue dans le prix parce que nous, c'est un transfert frais. Donc, normalement, cette partie-là, elle est pas inclue. Donc, maintenant, il faut la repayer. Donc, bon, bah, on repaye. Donc, plein de petites on surprises n'avait plus comme le choix. De toute ça. façon, on était vraiment on était très prêts, de toute façon, à faire l'insémination. Donc, pour eux, c'était de couvrir le coût d'avoir congelé l'embryon et de le décongeler après, de préparer, etc. Plus préparer le corps, il fallait reprendre des médicaments. Enfin, donc voilà. Ouais, ok. Oui, bon, effectivement, Enfin, c'est vrai que chez nous, ça nous paraît pas être aussi coûteux, ou on n'a pas trop l'impression d'avoir une facture de restaurant où le moindre truc est facturé à la fin. Mais aux États-Unis, ouais, c'est vraiment particulier. Ouais. Donc après, le jour du transfert, ils nous proposent soit d'en mettre un ou deux. En fait, on avait le choix. Et on a statué un parce que bon, bah, on s'est dit on aimerait en avoir un pour commencer. Mais par contre, c'était qui tout double parce que si celui-là il prenait pas, ça allait être vraiment compliqué de refaire un autre transfert. Bon, on avait la chance d'avoir encore 4 embryons. Bon, ça veut pas dire que les 4 auraient pu marcher ou non, mais Oui. donc voilà, on s'est lancé avec un et le transfert a été fait et puis Olivia restait se reposer toute la journée, comme on nous indique, même si bon, certains disent on peut faire ce qu'on veut. Nous, Olivia restait allongée. Après tout ce qu'on avait déjà dit, on a mis toutes les choses de notre côté quand même. Comme on fait tous. Et alors, du coup, comment ça s'est passé pour la suite? Alors, à côté de ça, en parallèle, juste pour continuer côté hormonal, ils m'ont fait continuer pendant 3 mois la progestérone intramusculaire, donc encore une super piqûre très douloureuse. Sympa celle-là. Ça faisait vraiment mal. Tous les matins, j'avais une petite larme à l'œil quand Camille me la faisait. Tu m'étonnes. Mais pour aider à ce que tout se passe bien, qu'il y ait un embryon qui accroche et qu'il tienne les 3 mois au moins début de grossesse. Et du coup, ça, c'est Camille aussi qui te faisait ces injections-là. Donc là, c'est des vraies injections. Ah oui, tout était vraiment de grosses injections. Pour la stimulation, c'était simplement dans le ventre. Donc, elle pouvait. Ouais, c'est des stylos. Voilà, c'est ça. Il y a des stylos et il y a même des vraies piqûres, mais c'était toujours dans le ventre. Donc, je le faisais parce que je voulais pas du tout voir ça. Et par contre, avant le transfert, plusieurs semaines avant, ils nous font commencer donc la progestérone intramusculaire. Et là, c'est dans le dos, donc tu peux aussi te la faire toute seule. Il y en a qui arrivent à faire toute seule, mais une aiguille immense et assez épaisse et il faut l'enfoncer complètement. Donc là, c'était tous les matins à la même heure. Il faut pas dévier non plus parce que ça, tu peux avoir des risques. Ouais, en fait, ils te disent de regarder si t'es pas dans un vaisseau, etc. Donc bon, on était les petites. D'accord. Voilà. Et donc après le transfert, Olivia, elle a entrepris de faire quelques tests de grossesse en cachette. Et assez tôt, une semaine après, sachant que les embryons, ils avaient 5 jours. Enfin, l'embryon avait 5 jours. Donc, voilà, une semaine après, elle a fait ses tests en cachette. Donc, je la laisse expliquer. Donc, j'avais fait des tests de toute façon, même pour les IUI classiques, mais il y avait toujours une trace d'ovidrel, etc., qui forcément faussait le test. Ouais. Bon, je l'ai quand même fait. Forcément, j'étais excitée de savoir si ça avait fonctionné ou pas. Je l'ai fait dans le dos de Camille parce qu'elle me disait, mais ça sert à rien de regarder maintenant, attendons. La prise de sang, donc bon, je l'ai fait. C'était un peu tôt. J'avoue que ça apparaissait négatif, le test. Évidemment, je pleure à nouveau. Je me dis comment je vais le dire. Est-ce que je dis rien? Est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je fais? Le temps que je me morfonde, en fait, il y a une petite barre qui est apparue sur le test, toute fine, toute légère. Toute fine. Ouais, j'ai couru lui montrer. Je lui dis regarde. Je crois qu'il y a quelque chose. Donc voilà, super excitée. Et on a attendu donc la prise de sang à nouveau. Donc, je crois que c'était aussi également 2 semaines en fait. Et elle était positive, enfin.
Enfin. Enfin, ouais, ouais, ouais. Après quasiment 1 an de parcours, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et 1 an de parcours et puis, ben, voilà, enfin, c'était grosse pression, Ah ouais. liée, au côté business, hein, Oui, voilà, au du parcours, quoi. ouais, quand on avait fait depuis quasiment tous les mois, depuis le mois de juillet, Ouais, ouais, alors on savait plus. Honnêtement, on se disait: «Qu'est-ce qu'on fait?» parce que en fait, on peut pas faire grand-chose, quoi. Si ça fonctionne pas, va falloir remettre de côté, c'est difficile. On ouais, passait les études de Camille à côté en parallèle, c'était ouais, vraiment compliqué. Vraiment, vraiment, il y avait de la pression de tous les côtés pendant tout ce parcours PMA, ouais. ouais. Ouais, non, mais alors j'ai envie de dire, c'est un peu le cas pour nous toutes. C'est clair qu'on n'est pas Oui, sur les mêmes, on n'est pas sur les mêmes budgets. Après, tout est une question de niveau de vie aussi, entre les États-Unis et la France, enfin. mmh. Oui, Mais c'est vrai que le budget, bah, mine de rien, ça met en stand-by des parcours, quoi, ça en oui, arrête. et Donc, c'est vraiment enfin, c'est vraiment atroce de dire que voilà, ça tient là-dessus, quoi. ouais, exactement. Exactement. Et votre grossesse se passe bien, du coup? Oui, franchement très, très bien, du début jusqu'à la fin. Bon, un peu Mmh. difficile au niveau de l'accouchement, c'est une autre histoire, Ouais. mais non, tout s'est très, très bien passé. On n'a jamais eu la sensation, encore une fois, d'être, mis à part du fait d'être, des parents homo, en fait, hein. Mmh. On a toujours été bien accueillis, il y a jamais eu de différence, Oui, par rapport à ça notre. c'est vrai que c'est plutôt, très confortable. Oui, ouais, franchement énormément. Je me dis qu'on a eu de la chance par rapport à ça. Bah, je veux dire, pour plein de gens, ça a été leur première fois d'accueillir un couple de mamans, heu, Mmh. pour de l'accompagner pendant la grossesse et cetera, mais ça a jamais été un problème, quoi. Jamais ils l'ont montré en tout cas, je D'accord, malgré l'ouverture, qui est plus ancienne, hein, que sur les pays, habituels ici, les i ça enfin, vous restiez un des premiers couples, qui les ait vus passer? bah, pour certaines infirmières, ouais, jusqu'à D'accord, l'hôpital, ouais, ouais, d'accord. elles ont été surprises, mais pas non plus, c'était pas un problème, quoi. Je veux dire, Ouais, 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 bah, oui, c'était pas c'était possible, quoi, d'avoir leur premier couple. ouais. Et comment ça se passe un suivi de grossesse aux États-Unis? Moi, je pense que c'est similaire à la France, on a peut-être un peu plus de rendez-vous et on est suivis, jusqu'aux 3 mois, je crois que c'est ça, hein? 3 mois de grossesse par notre, 2 peut-être un peu mois. moins, 2 mois, par la clinique par laquelle on est passé donc pour, la PMA. Ils nous suivent jusqu'à Mmh. ce que voilà, ils voient que la grossesse est bien engagée, que ça se passe bien. Heu, c'est pareil pour, tous les couples, avant d'aller voir un gynécologue classique, on est suivis pendant 2 mois par eux, heu, Pendant D'accord. 10 semaines. À 10 semaines, si tout va bien, ils nous relâchent avec une lettre pour aller voir notre gynécologue, avec une ouais, petite sur lettre la explicative. La liberté. ouais, Voilà et en fait, à partir de ils font la première échographie à 6 semaines, donc 6 semaines depuis le début des règles, soi-disant, donc Mmh. il n'y avait pas eu de règles à ce cycle-là et Mmh. donc ils font la première échographie. Après, il y en a une toutes les semaines jusqu'à 10 semaines et ensuite à 10 semaines, ils nous laissent, au gynécologue et là, après, c'est une grossesse, normale, donc il y a 3 échographies durant la grossesse, une par trimestre et des rendez-vous, mensuels, je dirais, jusqu'aux 2 derniers mois où ça devient toutes les 2 semaines, ouais, jusqu'à toutes les semaines après. voilà, toutes les semaines. D'accord. Oui, donc oui, le suivi a l'air d'être quand même un peu plus, resserré, on va dire, par Ouais, rapport à chez du fait qu'on ait aussi un parcours, donc PMA, notre gynécologue a préféré nous suivre un peu de plus près, quoi, tout simplement. mmh. D'accord, OK. Et vous avez dû faire des démarches parce que si je me trompe pas, aux États-Unis, vous avez la possibilité de reconnaître toutes les 2 l'enfant avant l'arrivée, Alors oui, en fait, avant la naissance? à l'hôpital, c'est très moi je trouve ça très particulier, donc elle a accouché et tout plein de personnes nous rendent visite, dont la personne qui nous demande de compléter, l'acte de naissance et en fait là, on met vraiment ce qu'on veut. Donc D'accord. on complète, ils nous demandent même pas de pièce d'identité, ils nous demandent pas si on est mariés, ils nous demandent rien donc on peut se mettre comme D'accord. 2 parents. Il y a une catégorie, mère/parent et une catégorie en dessous, père/parent. Donc en fait, D'accord. on apparaît tous les 2 comme parents et on apparaît toutes les 2 sur l'acte de naissance. Après, il y a D'accord. un autre souci ici, c'est que même si on est toutes les 2 sur l'acte de naissance, ça ne donne pas, légalement, à moi, le deuxième parent, pas biologique, les mêmes droits qu'Olivia A, qui est la mère Mmh. biologique. Donc on nous avait conseillé déjà dès cette première conférence
de faire une adoption en Floride pour qu'on ait toutes les deux les mêmes droits et qu'on ait aucun problème si on venait à changer d'état ou si on se retrouverait un jour face à des juges non LGBT qui pourraient juger en défaveur, on va dire, de ce certificat de naissance, malgré qu'on soit toutes les deux dessus. D'accord. Oui, tout à fait. J'avais entendu parler de ça. C'est très particulier comme mode de fonctionnement. Ouais. Mais bon. Donc bon, ça, on le savait. Et en fait, le problème encore, c'est que c'était encore coûteux à faire ces démarches. Mais on avait enfin notre enfant. Donc, on va dire que ça passe un peu au deuxième plan. On a un peu mis ça de côté parce que on avait eu l'enfant dont on rêvait. Et on savait au fond de nous qu'il est à nous deux et qu'on fait pas de différence. Mais, oui, puis vous aviez quand même cet acte de naissance qui était rassurant. Oui, voilà. Et bon, après, on nous dit vraiment c'est en cas de problème majeur, on va dire en cas de décès d'Olivia, où là, je serais embêtée de pas avoir adopté Evan. Donc Evan qui est né en décembre 2017. D'accord, ok. Et vous pouvez, donc on n'a même pas parlé de l'arrivée d'Evan encore, mais vous pouviez du coup enclencher l'adoption d'Evan dès la naissance d'Evan ou vous aviez un délai? On peut déjà même préparer le dossier donc à peu près 2-3 mois avant la naissance. Et ensuite, ils aiment attendre évidemment la naissance de l'enfant pour finaliser. Mais effectivement, on peut le faire dès son arrivée. On aurait très bien pu tout finaliser. Ça se fait assez rapidement. Je crois que c'est à peu près 2 mois, je crois, pour avoir un jugement en fait. C'est assez. D'accord. Ah oui, c'est rapide. Le fait qu'on soit marié, ça simplifie complètement la démarche ici. C'est plus compliqué pour les couples non mariés. Mais pour D'accord. Mais c'est possible pour les couples non mariés? Oui, c'est aussi possible pour les couples non mariés. Mais ce qui se passe pour eux, c'est qu'ils ont en fait une étude de leur couple. Ils doivent prouver qu'ils sont en couple, ils doivent prouver qu'ils habitent dans la même maison. Donc, ils ont carrément quelqu'un qui vient vérifier qu'ils habitent bien sous le même toit. Donc, il y a une inspection de la maison et que l'enfant est aussi habité avec eux. Et nous, on n'a pas besoin de passer par là parce qu'on est mariés. Donc, on évite toutes ces étapes. Et ce qui fait que le processus est assez court et assez simple. Donc, vraiment, sans encombre, on n'aura pas de problème à le faire parce qu'on l'a toujours pas fait. Et aussi, ce qui nous a poussé à retarder par la suite, c'est en se renseignant, en allant revoir l'avocate, elle nous a dit elle a compris qu'on voulait avoir d'autres enfants. Elle a dit que c'était aussi bien de le faire quand en fait la famille est au complet. Donc on s'est dit sauvons un peu d'argent et attendons. C'est ça. Elle nous a expliqué que si on avait d'autres enfants, ça serait quand même la même procédure. On pouvait faire une procédure globale et non une procédure par enfant. Donc du coup, on était prête à commencer le deuxième enfant pas longtemps après. C'est vrai. Du coup, on a attendu. Ouais, on D'accord. savait qu'on voulait des enfants plutôt rapprochés en avant. En fait, c'est passer par ce parcours PMA et en finir quoi. Ouais, en même temps, 3 enfants en 3 ans, 2 ans presque, c'est intense, hein, effectivement. En fait, on voulait plus ou moins 2 ans d'écart. Bon, c'est un chiffre juste comme ça, mais pour dire au 1 an d'Evan, moi de mon côté, on s'est mis d'accord et j'ai commencé du coup les démarches. Du coup, c'était cette fois à moi de porter l'enfant. On s'était mis d'accord, chacun son tour. Et donc, au 1 an d'Evan, j'ai commencé les démarches, donc reprise de rendez-vous à la clinique et démarrer tous les tests. Donc on a été en fait dans le même groupe de clinique, mais à une autre location parce qu'on avait déménagé. Mais pour dire qu'il y en a vraiment, on va dire partout. À plusieurs endroits, oui. Voilà, on a été au plus près de chez nous. C'était le même groupe, la même clinique, mais un autre endroit. Et donc un autre. D'accord. Et du coup, est-ce que tu avais le droit de bénéficier du transfert des embryons d'Olivia ou pas? Oui, j'aurais absolument pu le faire, mais c'était pas ce qu'on voulait faire pour l'instant. On voulait chacune faire l'insémination, on va dire normale, faire avec nos propres follicules. Déjà, ça restait coûteux, simplement de refaire une FIV sur Camille, même avec mes embryons qui étaient déjà là, etc. C'était plus coûteux que de faire une insémination classique. D'accord, parce que là, ils te refacturaient pas le transfert et ils recommençaient presque tout, en fait, au final. Si, en fait, ils refacturent le transfert, mais ils sont pas bêtes. En fait, ils te donnent un devis où juste le transfert, ça coûte autour de $7,000. Alors, il n'y a pas besoin de faire de ponction, il n'y a pas besoin de faire de stimulation ovarienne, donc c'est très spécial. Mais ils savent que, comme ils ont fait énormément d'embryons pour la plupart des gens, nous, on en avait 5, ce qui est pas énorme, mais ce qui est suffisant. Et du coup, ils s'assurent que le transfert va être quand même coûteux pour pas qu'ils perdent de l'argent non plus de leur côté. Ouais, bien sûr. Pour chaque transfert. D'accord. Et du coup, donc toi, tu repars dans tout le même processus où tu refais tous les examens. Forcément, tu les refais pas, tu les fais puisque tu les as jamais fait.
Exactement, je l'ai fait. Donc bon, bah, pour le coup, on était un peu plus préparés. On avait un nouveau docteur avec qui personnellement je l'ai pas extrêmement accroché, mais bon, comme on savait à quoi s'attendre, on est resté avec lui. On était contents dans cette clinique, donc après c'était juste le docteur. Je pouvais changer de docteur dans la même clinique, mais bon, j'ai décidé de le garder. J'ai fait tous les tests génétiques, etc., tout ce qu'il faut. Donc cette fois, on a bien fait les stérosalpinographies dès le début. Qui n'a pas du tout été douloureuse pour moi, contrairement à Olivia. J'avais aucun problème en vue. Et puis, j'ai commencé le premier cycle au mois de mars 2019. D'accord, oui. Donc, mars 2019, premier cycle. On commence comme avec Olivia, médicamenté, donc avec Femara, où j'ai un follicule mature, une insémination et un résultat négatif. Donc, et c'est reparti, ouais. On sait que ça marche pas du premier coup, on est déjà passé par là, et donc on tient bon, et donc on continue le cycle d'après, puisqu'on peut enchaîner les cycles. Donc le mois d'avril, on refait un cycle, Femara, un follicule et de nouveau négatif. Et donc bon là, donc on vient toujours à se poser des questions. Bon, tout le monde passe par là. Est-ce que c'est de notre faute? C'est pas de notre faute. Donc on continue, 3e cycle, et là je demande au docteur d'augmenter la dose, parce que je sais qu'Olivia elle avait déjà eu 2 follicules et que ça n'avait pas marché, et qu'il y en a beaucoup de follicules et ça ne marche quand même pas. Et donc je lui dis je veux augmenter la dose parce que je pense que ce sera notre dernière insémination. Donc je veux augmenter mes chances. Et donc ils ont été d'accord, mais ils m'ont dit si tu as plus de 3 follicules, on fait pas d'insémination. Donc pas de problème de mon côté. Moi j'en voulais plus 2, donc 3 c'est beaucoup. Mais bon, donc on a fait la stimulation, et donc j'ai eu 2 follicules matures, un à droite et un à gauche. Donc tout le monde est content. On a fait l'insémination. Et cette fois-là, j'ai pas fait de test de grossesse à la maison, parce que j'avais fait les 2 premières fois les tests de grossesse qui avaient été négatifs. Donc je les avais fait la veille de la prise de sang. Bon, c'est toujours un peu on va dire décevant, et on dit toujours la prise de sang c'est demain, donc peut-être il y a toujours un espoir que la prise de sang elle soit positive, parce que bon, on lit de tout ici. Il y a beaucoup de forums qu'on peut regarder. Il y a même des groupes Facebook spécialement pour la reproduction, les UI, la FIV, etc. Et tout le monde partage ses expériences, et il y en a plein qui te disent j'avais un test de grossesse négatif et pourtant ma prise de sang était positive. Enfin bon, du coup on se raccroche vraiment à tout ce qu'on lit. Tous les espoirs, tous les espoirs, Donc bon, j'avais fait les 2 tests de grossesse pour mes 2 premières inséminations qui étaient négatifs, et donc prise de sang négative. Et là cette fois-ci j'ai dit je fais pas de test de grossesse et j'attends la prise de sang. Donc ce que j'avais fait, et là, résultat de la prise de sang positive, et on me dit 64, le chiffre 64. Donc elle me dit c'est pas beaucoup, on reste, enfin on te confirme pas que c'est une grossesse qui va aboutir, mais c'est positif, donc on recommence une prise de sang dans 2 jours, voir si ça double, parce que c'est ce qui importe, quoi. Donc bon, c'est ce qu'on a fait, les prises de sang, et tout a fonctionné normalement. Les chiffres ont bien doublé, et donc c'est resté positif. Et donc semaine 6, on va à l'échographie qu'on attendait tant, comme on avait pour être vraiment soulagé, parce qu'ils te disent jusque-là, s'il n'y a pas de cœur, etc., ça peut toujours ne pas aboutir, parce que c'est toujours tôt. Donc là, à l'échographie, le médecin me dit tout va bien, je sais pas qu'on appelle ça, il y a un sac, en fait, il s'appelle ça un sac. Il y a un sac avec un cœur, donc regarde, tout va bien, c'est bon. Et au moment où il allait me dire, bon bah tu peux te rhabiller, et il bouge un petit peu et il fait ah attends, je vois autre chose, je crois qu'il y en a un deuxième. Et en fait derrière caché, il y avait un deuxième sac, et un deuxième et donc là, Olivia elle était à 2 doigts de s'évanouir. Je pense que tu sais ce que c'est, encore pire. Je vois bien. Mais c'était voilà, le choc. Et Olivia elle me fait tu peux pas me faire ça. Je lui dis mais je n'ai pas fait exprès. Ce n'est pas moi. Ouais, j'étais vraiment choquée, je m'attendais tellement pas, vraiment. Ouais, vous y attendiez pas du tout. Non, on s'y attendait pas, parce qu'en fait il y a tellement de personnes qui ont 2, des fois 3 follicules, et malgré tout ça ne marche pas, ou alors ils en ont vraiment que un. On s'attendait pas du tout à ce qu'on ait des jumeaux avec 2 follicules. Et en fait, je sais pas si eux, là-bas à la clinique, ils sont habitués à ce genre de nouvelles, mais en fait, ils ont tourné ça d'une manière où on n'avait même pas le temps de penser.
Et quand ils ont vu qu'il y en avait 2, l'infirmière, elle était excitée. Elle nous disait, mais félicitations, c'est génial et tout. Tu vas pouvoir acheter un minivan, etc. Et non, je pense pas déjà. Ils t'emballent le truc. C'est ça, en fait, ils te laissent pas le temps de t'en remettre, et de te dire comment je vais faire. Ils sont là super excités. Ils disaient le docteur, il pourra être, tu pourras demander, comment ils appellent ça, tu pourras demander une pension au docteur, machin, etc., etc. Ouais, tout de suite, l'infirmière a attrapé mon téléphone, filme ça, c'est génial. On n'avait vraiment pas le temps de penser. J'étais vraiment, moi, complètement bouche bée. Je savais plus quoi penser, en fait. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà, c'était pareil pour toi, le choc. Ouais, oui. C'est-à-dire que moi, je partais avec 2 follicules et qu'il y en avait 3. Donc là, pour moi, c'était complètement impossible. C'est ça. Ouais. Donc là, le choc encore plus, j'imagine. Oui, je sais pas si on peut mettre un degré, mais enfin, je pense que des jumeaux, tu peux l'envisager. Tu vois, moi, j'étais vraiment dans l'idée où c'était possible qu'il y ait des jumeaux. J'avais un très gros taux. Moi, j'étais à 217, je crois. Ah oui. Donc un truc énorme. Donc de suite, on s'est dit bon, il y a un risque, quoi. Ouais. Mais t'envisages jamais des triplés. Non, c'est sûr. C'est sûr, non, c'est clair. Donc voilà. Donc voilà les jumeaux. Donc j'ai été suivie pareil jusqu'à 10 semaines. Donc bon on se disait tout le temps, faut faire attention, c'est des jumeaux, toujours y en a un qui peut partir, etc. Et en fait tout s'est très bien passé. Si ça n'a été que j'étais hyper malade en fait les 3 premiers mois. Oui, c'est multiplié, clairement. Ouais. Alors qu'Olivia, elle avait eu aucune nausée, elle avait vraiment eu aucun symptôme pendant toute la grossesse, elle s'est sentie hyper bien. Et moi les 3 premiers mois, mais j'étais vraiment nausée toute la journée du matin au soir. Ouais. J'arrivais plus à m'alimenter correctement, que mon gynéco, il me détestait, il me menaçait que si je prenais pas de poids, je pouvais pas partir en vacances en France parce que du coup, on avait pris des vacances dernière minute en France parce qu'on savait que ce serait plus ou moins la dernière fois qu'on pourrait y aller. Donc, quand j'étais à 3 mois de grossesse. Et donc, il m'avait menacé si je prenais pas de poids, de pas partir. Alors, j'essayais de manger tant bien que mal. Et bon, après ces 3 mois et demi, j'ai retrouvé une vie normale. Et les nausées sont passées et la grossesse s'est très bien passée jusqu'à la fin. Et donc pour des jumeaux, on est beaucoup suivis. Alors sûrement en France, c'est aussi intensifié. Oui, tout à fait. Donc j'avais un rendez-vous chez mon gynécologue normal toutes les 2 semaines. Et j'avais aussi un rendez-vous chez un gynécologue spécialisé en grossesse à risque toutes les 2 semaines. Et donc j'avais le double de suivi. Et donc, on m'avait dit qu'on me déclencherait à 38 semaines si j'avais pas accouché avant les 38, enfin, avant ce terme. Et mon gynécologue normal, ça c'était le gynécologue spécialisé qui m'avait dit ça, et mon gynécologue normal m'avait dit déjà si tu arrives à 36 semaines, c'est déjà pas mal. Donc, ouais, c'est vrai. Je m'étais fixé 36 semaines. Et jusqu'au jour en fait où c'est assez spécial ici, ils prévoient les césariennes, donc tu donnes une date en fait de césarienne. Donc autour du mois de décembre, mon terme c'était le 17 février et 38 semaines du coup ça tombait vers le 3 février. Et donc au mois de décembre, ils me prévoient ma césarienne le 3 février à midi. Et j'avais l'option d'accoucher naturellement si les 2 avaient la tête en bas, mais si les 2 n'avaient pas la tête en bas, c'était pas possible. Donc au moins j'étais prévenue. Et donc je continue les rendez-vous. Et les 2 derniers mois, par contre, j'avais des rendez-vous toutes les semaines. Donc j'étais vraiment bien suivie. Ouais, j'étais vraiment bien suivie. Et il s'est avéré qu'à la semaine 36, j'ai un rendez-vous, donc une échographie. J'avais des échographies toutes les semaines. Donc l'échographie, très bien. Il y avait un qui avait la tête en bas, donc j'avais une fille et un garçon. Donc ça, j'étais hyper heureuse parce qu'on avait déjà un petit garçon, donc on souhaitait une fille. Et puis c'était parfait, une fille, un garçon, on ne pouvait pas demander mieux. Donc on nous disait que le garçon, il avait la tête en haut et la fille, la tête en bas. Et je sors de ce rendez-vous et on me dit, il faut quand même prendre ta tension, comme à chaque rendez-vous. Et là, ils prennent ma tension et j'avais 15,9 de tension. Et ils me disent, mais tu te sens bien, tout va bien? Je dis, oui, je me sens très bien, quoi, tout va bien. Et donc, le médecin me voit et me dit, il faut que tu ailles à l'hôpital tout de suite et qu'on vérifie ta tension. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai été à l'hôpital tout de suite. Et ma tension n'a pas baissé. Donc, dans la soirée, ils m'ont fait la césarienne. Donc, c'était hyper rapide comparé à Olivia. L'accouchement était très laborieux. Moi, ça passait très bien et très vite. J'ai même pas eu le temps de réaliser, quoi. Bah oui, tu m'étonnes. C'est vrai que la césarienne, c'est le côté étrange de la chose, c'est que ça va très vite et que tu ne ressens pas grand-chose au final. C'est après ou c'est plus intense? C'est vrai.
Donc, Olivia aussi est passée par la césarienne, donc je savais aussi j'avais vu par quoi elle était passée, donc je m'attendais un peu à l'après. Mais pour moi, l'accouchement s'est très bien passé, très rapide, et après, l'hôpital, tout s'est bien passé. Ouais, ils prennent vraiment pas de risque, parce que je suppose que ils avaient peur de la... Ah, je trouve pas mon mot, mais... Attention, Ouais, c'est un nom... Et si c'est Bon, bref. pré-éclampsie? Ouais, la pré-éclampsie, ouais, c'est ça, pardon. Ouais, donc ils avaient peur de la pré-éclampsie, et je crois qu'en France, je m'avance peut-être, mais à 15, ils déclenchent pas tout de suite, en fait. Je pense qu'ils attendent de voir si ça continue à monter ou pas, mais peut-être que je m'avance. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais jamais eu de tension. J'avais eu un rendez-vous 2 jours avant où j'avais pas de tension, et ce jour-là, j'en avais. Donc à l'hôpital, ils m'ont surveillée. Et la tension, elle baissait pas, et même ils m'ont fait changer de chambre parce qu'ils m'ont dit maintenant tu restes là 24 heures, si ça va mieux au bout de 24 heures, tu reviens dans 3 jours parce que dans 3 jours tu seras à 37 semaines, et donc là on t'accouchera à 37 semaines. Ils préféraient que j'arrive à 37 semaines, et ils m'ont dit la condition qu'on te fasse accoucher maintenant, c'est si ta tension continue d'augmenter. Et ce qui s'est passé, c'est que le soir j'ai eu des contractions, mais ça faisait déjà 2 mois en fait que j'avais des contractions tous les soirs, et je leur ai dit que j'avais des contractions tous les soirs depuis 2 mois, donc c'était pas anormal. Et pour eux, en fait, ça a été le déclencheur de dire on fait la césarienne parce que si vous avez des contractions maintenant, ça sert à rien qu'on attende. Tu vas peut-être accoucher naturellement maintenant, donc qu'on te fasse la césarienne. Donc même si ma tension elle avait pas explosé, elle était autour de 16, des fois elle allait à 17 parce qu'ils venaient fréquemment me voir. Et quand ils ont vu que j'avais des contractions qui s'arrêtaient pas, ils ont décidé de faire la césarienne. Et d'ailleurs, c'était assez marrant et pas marrant en même temps, parce qu'il y avait Olivia qui était toute seule avec notre 2 ans à la maison. Et quand j'étais pour dire faut absolument que tu viennes faire la césarienne, on n'avait personne pour garder notre enfant. Ah oui, vous n'aviez pas anticipé, bah oui. Il était 22h. Ouais, il était 22h. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Mes parents, ma maman et mon beau-père étaient venus pour l'occasion parce qu'ils savaient que je devais accoucher dans pas longtemps. Sauf que ce soir-là, ils étaient à un spectacle auquel qu'on leur avait offert, donc c'était bien. Ah mais oui, mais en même temps, vous mettez des bâtons dans les roues. Donc c'était un peu bête. Bon, ma mère, elle m'en veut toujours pour ça, mais bon, finalement, on est arrivé à temps. De toute façon, c'était une césarienne, donc elle aurait pas pu être là. Elle était dans l'attente quand c'est arrivé, puis tout s'est bien passé. Et Olivia a pu être là aussi. J'arrêtais pas de leur dire, mais vous devez attendre ma femme, vous devez attendre ma femme, vous devez attendre ma femme. Je suis pressée, je dis, mais maintenant, on n'est plus à 1 heure près, on peut attendre. Donc voilà, donc elle arrive à temps et tout s'est très bien passé. Oui, encore une fois, ils ont été vraiment, ils ont fait aucune différence sur le fait qu'on soit un couple de mamans. Ils m'ont vraiment intégré à l'accouchement, même si c'était par césarienne. Ils m'ont pris sous tous les angles en photo avec les enfants. Enfin, c'était vraiment super. Ah, c'est génial, c'est génial. Et donc tu disais tout à l'heure que que vous n'aviez pas encore lancé les démarches pour l'adoption. Est-ce que maintenant vous les avez lancées? Alors on a pris contact, on sait par quels avocats on veut passer. On les a toujours pas officiellement commencé. En fait, ce qui se passe, c'est que on a repris contact donc avec notre avocate ici. Entre-temps, on a dû chercher un avocat en France parce que on veut aussi que l'adoption elle soit valable en France parce qu'on est quand même française de base. Oui, voilà. Et donc on a trouvé un avocat en France qui connaît notre avocate aux États-Unis et ça permet de faciliter les démarches. Mais ces 2 avocats sont assez chers, donc je ne sais pas si c'est le prix moyen d'un avocat. Mais encore une fois, le côté financier revient. Ouais. Et donc, on a commencé, en fait, on doit faire une adoption aux États-Unis et en France, donc l'avocat français nous a dit qu'il pouvait faire une transcription de l'adoption qui a été faite aux États-Unis. Donc pour les 3 enfants, mais que ça coûte quand même 5 000 € en France et 3 500 $ aux États-Unis. Bon, waouh. En France, apparemment, c'est plafonné, donc ils comptent plus après le nombre d'enfants. Pour cet avocat-là. Oui, pour cet avocat. Mais oui, c'est un coût dans les 2 pays, donc et c'est mieux de les faire assez rapprochés. Voilà, parce que pour la validité des papiers, etc., ils nous ont dit tous les 2 que c'était mieux de faire les deux adoptions de façon, la transcription et l'adoption de façon rapprochée. Donc forcément, le coût, surtout dans cette période un peu difficile, voilà, il faut prévoir. Bah clairement. Et donc maintenant, ça fait donc 6 mois que sont arrivés vos jumeaux. Ça fait donc 6 mois que vous êtes au complet ou pas encore peut-être? Alors pour moi, oui. Pour l'instant, oui. Pour moi, non complet. Pour Olivia, c'est pas sûr. C'est moins sûr. Un 4e, elle se serait pas compte, mais pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Pas du tout dans la future proche. Je pense que honnêtement, la vie ici, le coût de la ville est quand même assez conséquent.
on n'a pas d'aide, etc., étant française en plus, enfin, je veux dire, dans notre pays, je vois ça difficilement financièrement possible. Mais si c'était le cas, si on avait les moyens, j'aurais pas dit non à 4e. Si on gagnait au loto, en fait, c'est ça. Ouais, voilà. Et puis bon, faut penser, mine de rien, aux États-Unis, ça quand même, enfin, il faut penser aux études des enfants. Oui, Et exactement. clairement, Moi, ça tombe en même temps. Et puis finalement, ils ont que 2 ans d'écart, donc ça va faire beaucoup d'études en même temps. ouais, clairement, là, vous êtes partis pour, ouais, ça va être sympa les études. Ouais. Exactement. Pour l'instant, on est bien au complet. Ouais, donc voilà, pour l'instant, vous êtes bien au complet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Beaucoup de bonheur dans cette famille, continuer à réaliser notre rêve qui est de rester ici. Je pense qu'on est déjà bien heureuse avec notre petit bout. Oui. Du coup, ils ont bien la double nationalité, c'est ça? Ils vont la garder jusqu'à leurs 18 ans ou ils l'ont à vie, cette double nationalité? En fait, ils l'auront à vie. Bon, pour l'instant, officiellement, ils sont que américains, parce qu'ils sont nés aux États-Unis. Et en fait, ils auront la nationalité française quand on aura fait cette histoire d'adoption, où on peut déjà, en fait, faire l'état civil. Mais c'est quelque chose qu'on a choisi de pas faire pour l'instant, parce que si on les déclarait à l'état civil, seule la mère biologique serait sur l'acte de naissance français. Oui. Donc on aurait un autre livret de famille, donc on aurait 3 livrets de famille, parce qu'on a chacune donc des enfants biologiques. Et après l'adoption qu'on aura faite en France, on aura un 4e livret de famille et des nouveaux actes de naissance, etc. Donc on s'est dit, on veut s'éviter des procédures pour rien pour l'instant, et on attend l'adoption pour qu'il soit français. Mais là, comme nous a dit l'avocat, ils sont automatiquement français, parce que nous, on est françaises, oui, voilà. Ils sont français. Bon, on leur a pas fait officiellement le passeport, etc., ni l'état civil. On pourrait le faire, mais on l'a pas encore fait. Mais c'est bien quelque chose qu'ils gardent toute leur vie. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite que vous puissiez continuer à réaliser votre rêve, que vos petits Américains puissent devenir, le sont, mais donc deviennent français, et surtout que vous puissiez mettre en place votre procédure d'adoption aux États-Unis comme en France, sans trop de difficultés et sans trop de surcoût non plus, puisque clairement, là, vous avez déjà quand même engagé un très très gros budget pour pouvoir avoir vos enfants. Oui. Moi, je vous suis à titre personnel, non pas à titre, pas sur le compte du podcast, si, très certainement avec le compte du podcast, mais je vous suis surtout à titre personnel depuis très longtemps, je crois. Je sais même pas identifier quand est-ce que j'ai commencé à vous suivre. Ce qui est sûr, c'est que voilà, votre famille, comme beaucoup de celles que j'interviewe, mais votre famille est une très belle famille. Le côté vie aux États-Unis, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne. Je trouve que c'est génial de passer à l'acte, et en plus élever des enfants dans un autre pays, dans une autre culture, je trouve ça tellement enrichissant. Je pense que voilà, vous avez de beaux jours devant vous. Merci Constance. Je vous en prie. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, encore une fois, d'avoir réussi à vous libérer, parce que c'est pas simple quand on a 3 enfants de moins de 3 ans, soyons clairs. Oui. J'espère qu'on entendra à nouveau parler de vous, notamment pour cette fameuse procédure d'adoption assez rapidement. Avec plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup. Je vous en prie, à très bientôt. Bye, à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcast, afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir, plus nous gagnerons en visibilité, et plus nous aiderons d'autres familles à se construire, et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram d'Olivia et Camille. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis au jeudi 15 octobre pour un épisode hors série du podcast Les enfants vont bien. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be
Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath, and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.